Salut, vous écoutez Femme Kachayeko, un podcast dédié aux femmes cis et trans des anciennes colonies esclavagistes françaises. Je m'appelle Mélissa Marival, je suis guadeloupéenne, féministe décoloniale et militante indépendantiste. Et aujourd'hui, je souhaite m'aventurer dans le monde de l'au-delà et écouter les histoires des esprits. En compagnie de mon invitée, Valérie, nous discuterons de la place du magico-religieux aux Antilles et, si j'ose affirmer, de sa mission sociale au sein de nos sociétés. Puisque je cite, « Personnellement, j'ai vu et mon entourage également a été témoin de choses occultes. Et cette expérience m'a permis d'aiguiser ma plume et de les retranscrire à travers des contes qui, j'espère, préserveront notre culture et imaginaire collectif. » Bonjour Valérie, comment vas-tu? Bonjour, moi Katiembe. Merci de m'avoir invité pour ce débat et je tenais à signaler que c'est ma première interview, donc si vous voyez que je m'embrouille, veuillez m'en excuser. Il n'y a vraiment aucun souci, Voilà. Je suis vraiment très heureuse de t'avoir puisque je suis en fait ton compte Instagram depuis un moment. Donc je suis vraiment très très heureuse de t'avoir et puis surtout en fait, qui de mieux que de parler des esprits que toi puisque la citation en fait donc, que je viens de citer, elle est de toi, plus exactement de la description de ton récent projet, Témoignage des mystères de nos îles. Je crois que j'aurai 2 ou 3 histoires à te raconter moi-même, mais peut-être qu'elles sortiront au cours de cet épisode. J'ai parcouru et lu ton travail sur le monde du magico-religieux, que tu décris comme étant une bataille contre l'assimilation de nos cultes pour préserver notre imaginaire collectif. Et je me suis dit oui, parlons-en. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Valérie, dis-moi, qui es-tu? Alors, pour commencer, je m'appelle Valérie Rodney. Je vogue vers mes 30 ans, bientôt. Et je suis une Martiniquaise qui vit actuellement depuis 7 ans en Île-de-France. Donc, j'exerce le métier de manipulatrice radio dans un cabinet privé à Paris. Donc, rien à voir avec ce que je fais. J'ai fait des études scientifiques, donc rien à voir. Voilà. Et donc, j'ai pour projet cette année, j'espère, je touche du bois, de rentrer chez moi pour août. Parce que tu es moins bon. Et puis, la France, comme on dit. Ah mon Dieu, je te rejoins tellement là-dessus. Moi-même, je suis partie, j'ai quitté la France, je suis venue vivre en Allemagne. Je trouve que c'est un petit peu mieux déjà, mais... Oui, on m'a dit ça. J'ai beaucoup de connaissances qui habitent en Allemagne, me dit que c'est vraiment différent, voilà. Justement, à force de prendre le métro, il fallait bien que je trouve une occupation. Donc, j'allais pas rester tout le temps sous le portable, bien évidemment. Donc, j'ai trouvé la littérature, les livres. Et justement, la littérature antillaise m'a permis de garder le lien intact entre moi et mon île parce que j'étais tellement nostalgique, je déprimais tellement que j'avais besoin de ça. Avec la musique et la littérature, ça me permettait de faire un petit cocon et de croire que je suis toujours en Martinique, dans les cancans, dans les histoires, etc. Et donc, à force de lire, j'ai pu accumuler certaines connaissances parce que je lis pas que la littérature antillaise, je lis la littérature africaine, un peu de japonaise, anglaise. Ouais, japonais, j'aime bien. Team Naruto, hein. Bon, bref. Bon, donc voilà, ça me permet de voguer dans les différentes civilisations, mais je me suis plutôt branchée sur la littérature antillaise et africaine. Et à force de lire, j'ai pu voir certaines ressemblances entre les cultures africaines et les cultures de la Caraïbe. Et ça m'a permis de faire mon projet il y a 2 ans, d'ouvrir ma page Instagram et mon blog La Fleur Curieuse. Donc, avec mes modestes moyens, j'essaie de faire le pont entre l'Afrique et la Caraïbe grâce à mes différentes lectures et recherches. Mais tu y arrives bien, hein, parce que tu commences, enfin, t'as une grande communauté. T'as même fait une petite vidéo pour célébrer ton nombre d'abonnés, mais c'est vraiment bien parce que finalement faire un pont est nécessaire, que ce soit en fait entre l'Afrique et la Guadeloupe, même qu'on le veuille ou non, malheureusement. En fait, bon, j'ai dit malheureusement, voilà, mais avec la France aussi et les Antilles, mais c'est vrai que c'est nécessaire et on sent que la communauté qui te suit en fait et te remercie quelque part du projet que tu fais et c'est très beau. Mais je tenais aussi, il y a le pont avec l'Afrique, mais il faut pas oublier l'Inde, la Chine et l'Europe. L'Inde, j'essaie de développer l'Inde. La Chine, c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas tellement d'écrits sur l'immigration chinoise et les cultures parce que c'est très discret. Donc, j'essaie toujours. Donc, j'espère qu'en Martinique, je vais trouver des gens
parler de ça parce que c'est important, hein, parce que donc, quoi qu'on dise, dans une famille antillaise, il y a un peu des Indiens, un peu d'Africains, un peu de Chinois, un peu de Blancs, un peu de Libanais. Enfin, c'est un migrant, on va C'est ce dire. que j'allais dire. Voilà, un migrant. Et justement, il faut en parler. Il y a l'Afrique, c'est la matrice de tout, qui tient tout. Mais il faut aussi parler de l'Inde, de la Chine, parce que ils ont apporté leur petite touche qui rend que l'Antillais est unique. Ah, ça, j'ai envie de te dire amen. On aura beau dire, le Caribéen de base est unique. C'est quelque chose, franchement. Et justement, dans ce projet, qui revient très souvent depuis que tu as démarré La Fleur Curieuse, c'est justement en fait ton intérêt pour le magico-religieux. Au fur et à mesure, j'ai commencé à développer parce que j'ai vu que ça apportait beaucoup d'intérêt et ça m'intéressait énormément. Donc j'ai commencé à creuser dans cet univers. Cet univers qui me fascine tellement. Donc, et qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce qui a fait mener à cet intérêt? Quand et pourquoi as-tu développé cet intérêt en fait? Alors, tout a commencé quand j'étais petite. Je passais mes vacances scolaires chez ma tante en Guadeloupe. Et ma tante, elle aimait beaucoup me raconter la nuit des contes, des mystères, mais je savais même pas si elle inventait ou si c'était vrai parce qu'elle était tellement convaincante. Et puis elle me disait, attention, il y a les yeux rouges qui te regardent, fais attention. Alors moi, j'avais peur. Et puis surtout qu'elle habitait dans les endroits un peu chelous de la Guadeloupe, près d'un champ de bananes, près d'une forêt, près d'un fond. Donc, du coup, ça faisait éveiller mon imagination. Puis, elle est prof d'histoire, donc elle savait très bien comment mener son histoire, etc., pour justement susciter ma curiosité. Je lui remercie. C'est grâce à elle que j'ai plongé dedans. Et justement, comme je disais, comme j'étais en Île-de-France, comme je suis en Île-de-France, je voulais garder ce lien et j'ai commencé justement à lire les livres sous les contes et légendes pour garder ce lien et puis surtout pour continuer de le faire avec ma propre fille. Oui. Donc, je lui raconte beaucoup d'histoires des îles et puis moi aussi, j'invente justement pour adapter selon ce qu'elle aime pas, etc. Et puis, voilà, pour que justement elle garde ce lien. C'est important, moi, je trouve que faut le garder, quoi qu'il arrive. Donc, si c'est pas avec les contes, c'est en essayant de lui parler en créole ou cuisiner antillais, parce que je ne veux surtout pas qu'elle oublie. Je sens que tout cet épisode va me rendre nostalgique. Mon Dieu, encore que je vais en Guadeloupe pour un mois en mai. Mais c'est vrai que, comme tu dis, la place du magico, la place des histoires et des contes est très présente. Alors, toi, ça a été ta tante, moi, ça a été mon père, ça a été des amis, ça a été en fait tout le monde autour de moi m'a raconté des histoires différentes. Je pense que chacun, on a une version différente des esprits, mais ils reviennent toujours sur un petit peu la même base. J'ai grandi avec un sac chez moi en fait où mon père gardait ses fioles et sur ces fioles il pouvait y avoir écrit esprit de l'homme, âme de l'homme. Donc c'était beaucoup de spiritualisme. Donc j'ai beaucoup baigné en fait dans tout ce qui était magico-religieux. Je vivais à côté de bois, à côté de champs, donc c'est-à-dire que même la nuit, quand mon chien, en plus c'était un chien créole, donc quand mon chien se mettait à aboyer, je me disais toujours bon Dieu, qu'est-ce qu'il y a, machin. Mon Dieu. Parce qu'il y avait rien. Donc du coup, on grandit forcément avec tout ça. On est convaincu. Alors même c'est assez marrant pour ma part personnellement, je suis athée, mais la présence des esprits, j'y crois dur comme fer, puisque pour moi ça fait partie en fait de toute la vie vivante des Antilles, même si en fait c'est la vie de l'au-delà, c'est une vie vivante. Et la place qu'ont ces esprits est vraiment importante. Et je voulais savoir quelque part comment tu décrirais en fait la place du magico-religieux dans nos sociétés, de ta place de Martiniquaise. Alors, il a fallu que je me coupe de mon île pour voir vraiment la place du magico-religieux dans les Antilles. Parce que quand j'habitais là-bas, j'ai vécu jusqu'à mes 23 ans. C'était tellement dans le quotidien, tout ça, que je faisais pas. J'étais catholique à cette époque, donc je faisais même pas. J'allais à la messe, j'étais au catéchisme, tout ça. Mais j'avais aussi ce petit côté avec des petites pratiques. Mais dans ma tête, je faisais même pas le lien. Je me disais c'est du magico-religieux, ça c'est de la pratique du christianisme, etc. Mais c'était tellement lié, et puis dans mon entourage, c'était tellement lié. Mes amis qui me disaient « Oh, j'ai vu un esprit hier », j'ai dit « Ah ouais, bah fais attention, machin ». Mais c'était
tellement liés, Mhm. imbriqués, etc. Et justement, en faisant cette coupure avec mon île, j'ai pu prendre du recul et de voir, eh ben, ouais, finalement, il y avait du catholicisme, il y avait aussi du magico-religieux et j'ai pu faire la séparation. Mhm. Et le fait de lire les contes et légendes et de me replonger dedans et puis de parler avec des gens un peu qui ont le pied dans l'invisible, tout ça, j'ai pu faire la différence et vraiment me mettre dedans et bon, personnellement de mettre vraiment de côté la religion catholique que je ne suis plus dedans d'ailleurs. Et justement, ça m'a permis de voir que dans notre société, enfin personnellement, je dis bien personnellement, Mhm. chacun a sa vision, que le magico-religieux est très vivace dans nos îles. C'est très vivace. Même si un tel va à l'église, tout ça, ça va pas l'empêcher de mettre du sel sous le paillasson ou de se dire, je sens quelque chose dans la maison, je sais pas c'est quoi. Oh là là, culotte à l'envers ou culotte noire, que sais-je, ou un petit peu de bois de moudon devant la porte, sans Non, mais c'est vrai, c'est problème, vrai. sans problème. Ou des gens qui Mhm. vont à l'église et puis le dimanche, ils vont faire des sacrifices pour les divinités hindoues. Alors là, je les connais, il faut voir ça, mais ça ne pose aucun problème. C'est C'est pour vrai, te dire c'est que vrai. c'est très imbriqué Mhm. dans la vie quotidienne. Mhm. Néanmoins, je trouve aussi, c'est en danger, on va dire. Voilà. Je voulais dire que c'est un peu en danger par rapport à la montée du christianisme, parce que nous sommes dans une île christianisée, et par rapport au culte Ok. évangéliste qui monte également. Et je trouve que c'est un peu en danger parce que on dit trop que c'est diabolique, que c'est ceci, c'est l'œuvre de Satan, mon Dieu des esprits, mon Dieu c'est Satan, machin. Et je trouve que c'est en danger parce que on perd l'envie de connaître justement et de d'approfondir pour se rendre compte que ce n'est pas forcément, ce n'est pas diabolique en soi. Ce sont des reliquats des cultures ancestrales et que bien évidemment il y a des gens qui l'utilisent pour faire du mal, comme dans toutes les religions. On va pas se mentir, il y en a qui l'utilisent pour faire du mal, mais si on regarde bien, ça n'a rien à voir Mhm. avec le diable, le Satan chrétien, par exemple. Et comment tu décrirais alors en fait la place de ces esprits? Est-ce que tu pourrais nous donner par exemple un exemple de quelques esprits que tu connais? C'est-à-dire quelques esprits, c'est bon, moi j'ai un exemple, par exemple une histoire, ça m'a dit parce que j'habitais à Gaudissart, donc on dit qu'à Gaudissart c'est construit sur un cimetière d'esclaves. Enfin moi je sais pas, j'ai pas trop recherché, mais c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de voir quelqu'un qui passait et qui disparaissait. Donc je me disais bon, ouais, ok, ça m'a pas l'air d'une voisine déjà. La personne me paraît un peu chelou, donc je me dis, bon, ok, bon, ben, un petit silence autour de moi. Donc, ça m'est déjà arrivé de rentrer chez moi à 3 heures du matin, tu vois, et de voir des gens qui passaient, qui Hmm. disparaissaient. Et je suis pas la seule, parce que quand je parle avec mes copains, mes copines, c'était la même chose. Bien évidemment, quand on m'envoie des témoignages, puisque j'anime sur ma page Instagram un appel à témoignages des mystères occultes de nos îles, et il y a beaucoup de gens qui m'envoient des témoignages et qui me disent, voilà, j'ai vu ça, j'ai été témoin de ça. Et moi, je pars du principe que Mhm. je les crois. Mhm. Je crois. Ça peut paraître, c'est vrai, il y a des histoires, je me dis, Mhm. bon, Mhm. je vais pas aller à Gobert, je vais pas aller tel endroit en Martinique parce que je me dis, oh là là là, ça va pas trop bien. Non mais Euh, c'est je- vrai, on en rigole beaucoup, mais en fait l'histoire et je pense que ça va être sur peut-être ma prochaine question parce qu'en effet il y a ce côté où finalement la place des esprits en tant que tels sont très vivants parce que les personnes continuent de transmettre leurs histoires, continuent de transmettre en fait leurs actions. Qui sont-ils? Comment ils sont devenus esprits? Puisque je pense que l'histoire, alors je t'avoue, je ne connais pas trop en fait les esprits en Martinique. Je sais que le Dorlis martiniquais finalement est le succube en Guadeloupe, mais je ne sais pas si vous avez le soukounian par exemple. Je ne saurais dire. Non, le Soukounian, c'est typiquement de Guadeloupe, j'ai l'impression. Après, peut-être qu'il y a des Soukounians, mais peut-être qu'on dit un autre, on Un dit autre carrément nom, groupe, parce que peut-être Corse, finalement, des Soukounians. ces histoires, en fait, on les connaît. Par exemple, le Soukounian, on lui donne des attraits de vampire. D'autres disent que il serait là que pour punir les anciens esclaves. À la vérité, la façon dont j'ai pu apprendre l'existence
des esprits avant que mon père m'en parle. C'était quand j'étais en colonie de vacances. Je devais avoir 8 ans. En fait, on m'a expliqué qu'il y avait eu un sorcier vaudou qui, pour punir les maîtres esclavagistes, avait relâché les bêtes de l'enfer. Mais que la devène des nègres était telle que les créatures, au lieu de s'attaquer en fait aux esclavagistes, se sont attaqués aux noirs. Et en fait, c'est pour cela que les Antilles demeurent en fait l'habitat de ces créatures, puisqu'il y a toujours en fait les personnes à terroriser, et ce sont les nègres. Et par exemple, j'ai écouté cette autre histoire, j'en ai écouté une autre, et c'est vrai que finalement, qu'on entend en fait toutes ces paroles, toutes ces histoires, on se rend compte à quel point tout cet univers de l'au-delà, tout cet univers du magico-religieux est bien présent. Et quand on voit les pratiques, enfin, je veux dire, les seules personnes qui roulent sur une poule égorgée blanche dans un quatre chemins sont les touristes. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. La poule va moisir dans le quatre chemins de la personne. Personne au monde ne va penser à foutre comment ça s'appelle, de la soude sur la bête pour attraper quelque chose. Personne. Ou un crapaud crucifié. Et attention, le crapaud avec le costard à sa taille. C'est très important. Un crapaud crucifié avec un costard à sa taille. Ça, c'est au Tainsainville, puisque j'habite au Tainsainville avant. Costard, avec son costard. Alors, je vais vous dire que la personne qui a pris le temps de prendre sa machine, de coudre à la taille du crapaud, était déterminée à faire son truc là. Et personne n'osera même prendre une photo comme les touristes. Non, on passe notre chemin, on fait comme si on n'a rien vu. Ah, il y a des trucs, franchement. Ouais. D'accord. Ouais, ça s'appelle Golgotha. Si on fait un triangle avec un crapaud, un anoli et je sais plus quoi, ça fait un triangle. Et on l'utilise beaucoup pour qu'on a un procès en cours. Pour que la justice va en notre faveur, en général. Hein. Donc, moi, je tiens à préciser que je ne suis pas une québoiseuse. Hein. Donc, ne venez pas m'envoyer des messages pour me dire comment on doit faire. Non. Je sais certaines choses parce que je connais certaines personnes dedans, mais ne comptez pas sur moi pour vous dévoiler les trucs. J'ai pas envie qu'on sonne chez moi et je trouve une ombre devant ma porte pour me dire « Pédiole ou ma fille ». Donc, c'est toujours avec modération. Mais tu vois, même ça, même ce côté-là de savoir qu'il y aura toute une communauté de personnes, toute une société, puisque ce soit en Guadeloupe, en Martinique. Je connais pas les pratiques religieuses de la Guyane ni de la Réunion. La Réunion, j'aimerais savoir, mais je sais pas vraiment. J'ai pas trouvé de bouquin qui m'explique vraiment ce qu'il en est. Mais ce serait vraiment intéressant, la Réunion. Tout à fait. Pour voir s'il y a vraiment un lien avec la Guadeloupe et la Martinique. J'aurais aimé ça. Donc c'est vrai que partant en fait des îles sœurs, donc la Guadeloupe et la Martinique, on se rend compte à quel point la question de l'esprit, la question du quimbois, donc le quimbois en fait qui est finalement, alors je vais l'expliquer de façon assez vulgaire, mais qui est un peu le jeu du culte. Donc c'est-à-dire qu'on va voir quelqu'un qui va jeter des sorts sur d'autres. Pas donc forcément jeter des sorts sur quelqu'un. Parce qu'on peut utiliser le québois pour améliorer sa vie, ou par exemple, qu'on sent qu'on est accablé par une déveine, par exemple, on va voir un québoiseur pour se dire « Ah, je sens que la malchance me poursuit », et le québoiseur va faire en sorte de rebriller l'étoile, par exemple, notre étoile, on va dire. Ou guérir une maladie aussi. J'ai toujours dit, il faut pas voir le québoiseur comme la personne qui va que jeter des sorts. Ça, il y en a qui le font très bien, on le sait. C'est vrai. Voilà, on voit que ça, mais en fait, c'est pas que ça, c'est quelqu'un qui peut te guérir avec des plantes, en te disant prends telle plante et puis prie, fais une telle prière catholique ou une telle prière indienne. C'est tout un mélange. Il y en a même qui utilisent le Coran maintenant. Alors c'est pour vous dire, il y a de tout, mais il faut pas voir le québoiseur comme un sorcier qui va lancer des sorts. Il va dire voilà, je veux punir un tel machin. Voilà. Et du coup, c'est vrai que de ce côté-là, donc en tout cas, les esprits, les quimbois, les gadettes à fait, en fait, tous ces outils finalement du magico-religieux sont vraiment très respectés. Mais pourtant, tu l'as dit, il y a maintenant une sorte de révolte
puisqu'on a en fait de plus en plus de personnes qui en effet attribuent le magico, en fait tout cet univers du magico-religieux en fait à Satan. Et quelque part, quand tu dis que ce n'est pas de l'œuvre de Satan, comment, et alors d'une part, j'aurais bien aimé savoir comment en fait tu décris la nécessité en fait, ou peut-être que je m'avance en disant la nécessité, mais comment en fait tu décris ce contexte, comment tu décris en fait tout ce monde du magico-religieux et pourquoi est-ce crucial de conserver ce culte du mystique? Pour commencer, historiquement, donc les Africains mis en esclavage aux Antilles ont été sujets à une grande propagande de l'Église pour rejeter toute leur culture ancestrale. D'accord? Donc, on va dire que leur pratique vaudou, Igbo, tout ce que Yoruba, tout ça a été diabolisé. Donc, l'esclave se retrouve dans une petite île qu'il ne connaît pas, avec des noms qu'il ne connaît pas, et on lui dit que tout ce qu'il a appris, c'est l'œuvre du diable, etc., machin, qu'il faut abandonner tout ça. Donc, déjà, on est déjà parti dans notre tête que tout ce qu'on avait appris sur le continent africain est diabolique. Donc déjà, on part déjà très mal. Donc déjà, il faut déjà commencer à se dire, non, ce n'est pas diabolique pour commencer. Et comme je l'ai dit, il y a des gens qui l'utilisent pour le bien, il y en a qui l'utilisent pour le mal. Et pourquoi c'est important? Parce que de conserver notre magico-religieux, c'est pour contrer l'assimilation. L'assimilation, c'est quoi? C'est qu'à veut dire, on veut qu'on soit des Français à part unique, avec la même culture française. Ça veut dire qu'on rentre dans le bain de latin avec le christianisme. Or, ce n'est pas possible. Pour moi, enfin, je dis, personnellement, ce n'est pas possible parce que nous sommes des Antillais, descendants d'Africains mis en esclavage. Pas d'esclaves, Africains mis en esclavage par ces Muntala. Donc, on nous dit, après l'abolition de l'esclavage, il y avait une politique pour nous dire, bon, mes amis, ça fait, oublions. Non. On va de l'avant sans oublier. C'est important, je trouve, parce que sinon, on ne saura pas où on va. Si on connaît pas notre histoire, je ne vois pas où on peut aller. C'est important parce qu'il faut conserver ça par respect pour nos aïeuls. Et il faut faire tout ce travail de détricage pour montrer que ce n'est pas si diabolique que ça. Si quelqu'un met un couvert devant un arbre et il dit c'est pour une offrande dans l'arbre, faut dire oui, fais tes affaires, pas compère, comme tu veux. Fais tes affaires. Il faut pas dire déjà, ouais, mais s'il fait des trucs bizarres, c'est occulte, c'est, oh là là, œuvre de Satan. Non. Parce que nos aïeuls le faisaient. Et donc, je trouve qu'il faut respecter ça et surtout pour contrer l'assimilation parce que nous sommes une petite île face au grand monde occidental. Et donc, il faut contrer ça parce que sinon, on va se faire bouffer et on saura même plus ce que c'est un authentique antillais. Parce que c'est ça qui fait notre culture, notre différence, qui nous fait rayonner malgré tout à travers le monde parce que c'est important. Et cette essence-là, le magico-religieux, fait partie de notre culture et que justement, il faut préserver. Et heureusement, ce travail est déjà fait dans la littérature antillaise, par exemple. Quand vous lisez du Confiant Chamoiseau, il y aura toujours une petite phrase pour dire petite super, tu vois, tu sais déjà une superstition. Et je trouve que ça, c'est important parce que ça nous différencie de la littérature française. Et tu as justement dit pour en fait conserver aussi notre imaginaire collectif. Oui, exactement. Et qu'est-ce que c'est en fait? Est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce que c'est Alors, l'imaginaire collectif, pour moi, c'est un ensemble de croyances propres à une communauté. Donc, comme on dit, nous, on a nos Dorlis, Soukounian, etc. Tandis que l'Européen, par exemple, aura ses sorciers, sorcières sous des balais. Je vais prendre, par exemple, le cas des Islandais. Parce que ça m'intéresse, hein. Les Islandais, par exemple, ce sont des chrétiens, mais ils croient Dieu comme fer au lutin. Même s'ils sont chrétiens, ils ont conservé ce petit truc où ils pensent vraiment que les lutins existent. Et ça, je trouve que c'est important. Et moi, je respecte. J'ai jamais vu de lutin. Mais si un Islandais me dit, j'ai vu un lutin dans mon jardin, machin, je dis, oui, ok, y a pas de problème. Je vais jamais lui dire il est fou, c'est farfelu, ça n'a rien à voir avec l'église, etc. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Il conserve on va dire imaginaire. Je dis ça avec des guillemets parce que, voilà, je ne sais pas si les lutins existent. Mais par contre, moi, je sais que les Soukou, Dorlis, tout ça existe. Mais ça fait partie de notre imaginaire et qui est propre à notre communauté antillaise. Et comme je le dis, il faut le conserver pour combattre justement l'assimilation. Parce que si on commence à croire que les sorciers volent sous des balais, que c'est comme Harry Potter, là, on a tout perdu.
On a tout perdu. Et c'est marrant Voilà. parce que l'imaginaire collectif aussi peut être finalement une base qui nous permet aussi de survivre, parce que dans toute cette culture du mystique, il y a aussi beaucoup de culture de comment se soigner, comment réparer, comment en fait aller de l'avant. Puisque quand finalement il y a Oui. cette apparition soudaine, que ce soit du Soukounion, que ce soit en fait cet être avec les yeux bleus, Maman de l'eau, ou j'en passe. Donc bien sûr, je cite des esprits en fait connus en Guadeloupe. Il y a ce côté où on se lie à l'autre, on se lie à un autre Guadeloupéen, on va se lier à une autre personne. Et de cette liaison, c'est aussi en fait, ce lien entre nous, c'est aussi conserver ou créer notre identité. Si aujourd'hui je devais faire face à une personne, à un Guadeloupéen, Guadeloupéenne qui me dit en fait, Oui. les esprits, ce sont des balivernes, ça n'existe pas, qui en fait renie tout en bloc, je me sentirais attaquée parce que je sentirais en fait ma culture attaquée. Et la culture du Oui. mystique ne fait pas seulement que de faire peur aux enfants ou de Oui. créer en fait tout un tas de rêves ou d'idées un petit peu à côté, ça crée en fait une liaison et ça crée un pont. Et en plus, je te rejoins sur ce que tu disais, le pont entre les cultures, mais ça crée aussi un pont entre les gens. Et on a quand même une société construite sur des ruines, en fait, de culture et d'ethnie qu'on ne saura même pas déterminer, puisqu'en fait, ce qu'on nous a retiré, le déracinement de nos ancêtres esclaves a été aussi le déracinement de leur culture. Donc, on pourrait même pas savoir d'où on vient, d'où on est exactement. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a ces ruines. Et sur ces ruines, il y a en fait notre résilience en tant que Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais, Réunionnais. Et dans cet imaginaire collectif, il y a en fait les moyens que nous avons pour en fait nous lier en tant que communauté et rester soudés. Oui, 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 mais je te rejoins sur ça. Tu as tout à fait raison. C'est un lien entre nous et c'est un bloc justement, un bloc pour qu'on garde cette identité intacte, même si l'extérieur va dire ah c'est farfelu, machin, les esprits, c'est quoi ça, c'est quoi mettre du sel sous le paillon, c'est quoi ces histoires-là. On le fait. Et j'avais fait un podcast dessus, dont les superstitions, comme ils disent, par exemple, mettre du sel sous le paillasson, ou ne pas balayer la nuit parce que les esprits vont être dérangés, ou des trucs comme ça. Ça peut être vu comme des superstitions, mais moi je trouve que c'est des petits gestes dans la vie quotidienne qui nous permettent de contrer d'une certaine manière l'assimilation. Parce que quand on regarde les superstitions en Afrique, par exemple, je sais plus dans quel pays africain, je me rappelle plus, mais ils disent que balayer à partir de 18 heures, ça dérange les esprits. Et nous, on a la même chose aussi aux Antilles, en tout cas en Martinique. Donc je me dis que les gens extérieurs disent que c'est des superstitions, mais on va dire que c'est un héritage qu'on a, même si on comprend pas grave, on le fait, c'est tellement inné, on le fait, c'est pas grave. Et justement que nos petites manières, un peu farfelues, comme ils disent, etc., ça fait partie de notre identité qui s'est construite, oui, justement, comme tu l'as dit. Quand je pense aux esprits, et notamment en fait c'est toute cette nouvelle saison, quand je pense aux esprits, je pense à l'identité. Et quand je pense encore plus à mon identité, je me dis est-ce que les esprits ne seraient pas en fait nous-mêmes? Est-ce qu'ils ne seraient pas en fait des allégories de nous-mêmes, mais surtout des allégories de nos traumatismes? Et il y a toute une recherche que j'ai pu faire là-dessus, notamment partant du principe que à chaque esprit une histoire particulière, un choix de victime particulier, et puis surtout en fait une récurrence particulière. Donc on va pas avoir les mêmes esprits entre la Martinique et la Guadeloupe, entre la Guyane et la Martinique, la Guyane et la Guadeloupe. Encore une fois, on regrette de pas connaître les pratiques magico-religieuses de la Réunion. Mais c'est vrai que chacun des esprits en fait a véritablement une place particulière. Au vu, comme tu l'as dit, de notre héritage, parler des esprits, c'est aussi parler de personnes qui peuvent faire tellement plus que nous et qui sont capables de faire ces choses que nous n'arrivons plus à faire, qui dans la vie de l'au-delà, finalement, arrivent à mettre... Nous donne de l'espoir. Exactement, parce que même si les esprits sont finalement, représentent nos malheurs et ils représentent aussi nos bonheurs, c'est-à-dire que lorsqu'il y a certains esprits qui vont venir, on peut être béni de quelque chose. Lorsqu'il y a un esprit, il va nous prévenir qu'il y a quelque chose qui va arriver. Il y a toujours ce côté où l'esprit finalement incarne d'une part, quelque part, j'ai envie de dire nos traumatismes, puisque c'est un peu l'affirmation que je fais dans mon article qui petite pub pour ma part, mais qui est en fait en lecture libre.
Et aussi, il représente finalement nos moyens de défense pour survivre dans une réalité qui est la nôtre. Parce que, comme tu as dit, on nous a dit, vous êtes citoyen français. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire quand tu passes d'années d'oppression, de servitude pour être finalement libre? Libre dans quoi? Libre dans la plantation? Libre de faire quoi? Tu n'as pas de terre, on te donne aucune réparation, on te donne absolument rien. Et tu dois... Et on te donne le chlordécone. Et on te donne le coup. Et on te donne le chlordécone. Et puis fais avec. Exactement. Voilà. Non mais franchement. Exactement. Et très souvent, je me dis, raconter les esprits, c'est raconter aussi nos blessures. Et ces esprits, finalement, réussissent à faire quelque chose que nous, en tant qu'êtres vivants, nous n'arrivons pas à faire. Parce que donner à ces esprits, en fait, ils ont des forces surnaturelles. Ils ont des capacités inhumaines. Et c'est thérapeutique. Thérapeutique. Tout à fait. C'est thérapeutique. J'aimerais un petit peu approfondir sur les esprits thérapeutiques. Par exemple, je vais prendre le vaudou. Dans les cultes du vaudou, il y a les possessions. Voilà, on va dire, oh, Agou est venu sur moi, je commence à faire comme Agou, ou Ezilifre Dadao, mais commence à venir sur moi, etc. Moi, je veux bien croire, mais moi, je pense aussi qu'il y a un côté thérapeutique dans le sens où le fait que la personne imite les attributs d'un esprit, qu'il imite les attributs de l'esprit, dans son subconscient, son esprit lui-même va se dire oui, va se convaincre qu'il est possédé. Et le fait que son esprit va se convaincre qu'il est possédé, va se guérir lui-même. Je prends l'exemple du placebo. Les études qui montrent, on te donne un médicament, on te dit tiens, ça va te guérir, ça va guérir par exemple le diabète. Tiens, prends. En fait, c'est du sucre qu'on te donne, mais tu le prends. Et le fait que tu te dises, oui, ça va me guérir, c'est le médicament révolutionnaire qui va me guérir, tu le prends. Et les scientifiques se rendent compte qu'en fait, tu t'es guéri toi-même. Ça, c'est l'effet placebo. Et moi, j'ai envie de dire que, on va dire que la possession, par exemple, par un esprit, pour moi, ça fait cet effet placebo. Après, il y a des possessions qui existent, hein. Moi, je ne le nie pas. Faut pas oublier aussi que tout cet univers, se mettre dedans, mettre le costume, avoir les chants, le tambour, les offrandes, eh ben, ça met déjà en condition ton esprit pour accepter ce petit effet placebo et qui te guérit toi-même. Et je trouve ça fabuleux. Et il y a plein de théologiens qui ont étudié, par exemple, la place du quimboiseur du gars des affaires. Et lui, il a ce côté thérapeutique. Il peut te donner 2-3 plantes qui n'ont rien à voir avec ta pathologie. Il peut te dire, oui, pense à, allez, 7 jours, fais une prière, une neuvaine. Mais si tu es convaincu que ça va te guérir, puis ton diabète descend, ou pas ni tension encore, ou pas ni cancer, ben. Parce qu'en plus, si on part du principe que ce sont en fait des héritages que nous avons réussi à préserver, puisqu'il fallait réussir à les préserver, ce qui n'était pas évident, et qu'ils finalement ont un tel impact sur notre société parce que ils nous lient entre nous, ils nous guérissent, ils extrapolent en fait nos souffrances. Donc, c'est-à-dire, personnellement, pour moi, je pense que lorsque le Soukounion arrive, le Soukounion représente juste tout cet héritage de traumatisme, de souffrance que nous portons nous, puisque le Soukounion, c'est surtout avant tout un esclave en colère, un esclave que l'on a martyrisé, que l'on a fouetté sur le fromager et qu'on a laissé mourir d'une mort lente. Et il revient, en fait, ils extrapolent tellement que quelque part, je ne peux pas ne pas voir les esprits, d'une part parce que bien évidemment, on en a peur, on en est joyeux, ils représentent énormément de choses, mais pour moi, ils représentent avant tout notre collectivité. En tant qu'individu ayant réussi à créer toute une société et toute une culture sur en fait un héritage également de résilience, mais et surtout de trauma. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais je tenais aussi à dire que les dons, ça existe, les gens. Alors, oui, c'est vrai. C'est quand on regarde l'histoire, on peut dire que c'est une projection de notre trauma, etc. C'est vrai. Je trouve que c'est très intéressant qu'il faudrait approfondir ce sujet, mais les dons, pour moi, existent. Hein. Mon Dieu, non. Mais tu sais, justement, il y a toute... c'est bon pour ça, parce qu'il y a plein d'autres choses, tout ce que tu veux. J'ai déjà vu des choses. Non. Pour moi, franchement,
pour moi, ça existe. Il y a vraiment des gens qui sont justement capables, comme je l'ai dit, qui ont le pied dans les visibles, hein. Donc, j'ai des théories, suppositions qui peuvent évoluer selon les témoignages, selon ce que je vois, ce que je lis. D'où le fait de dire que c'est une quête, en fait. Et où est-ce que va te mener ta quête? Où est-ce que tu penses aller, notamment avec les témoignages que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu espères Je sais que c'est pour la préservation Oui, de la c'est la préservation. mais c'est vrai que est-ce que cette quête, est-ce que tu espères en fait mener quelque chose de... Cette quête, déjà, en voyant les témoignages, je me dis que j'étais pas folle de base. Non, c'était pas mon imagination. Tout simplement. Je me disais que c'est vraiment pas parce que j'ai toujours ce petit côté cartésien qui reste, hein, même si je suis en plein dedans, j'ai toujours ce petit reliquat, hein, parce que dans les îles, les esprits sont au quotidien avec nous. Nous avons, je sais même pas, peut-être qu'ils se promènent dans la rue, on sait même pas. Et puis il y a des gens qui les voient, moi je les vois pas. Mais pour moi, Mais Ernest Pépin, dans Toxic Island, dit que les esprits, en fait, marchent constamment près de nous, mais que nous ne les voyons pas. Et qu'en fait, ils représentent un monde parallèle dans lequel parce que nous pensons aux morts, les esprits reviennent et protègent les vivants. c'est tout à fait ça. Et il y a des gens qui ont cette capacité à voir ce genre de choses, oui. Oui, voilà. Les nez coiffés, exactement. Ils ont la capacité. Et ben, j'ai eu des témoignages qui voient ce genre de choses. Ou même qu'on est petit, apparemment, qu'on est petit, on voit... ça m'est déjà arrivé. J'ai ma fille qui est là et puis elle regarde le mur dans le noir, mais avec ses gros yeux. Elle se dit, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis moi, je regarde, je dis, mais il y a rien. Je me dis, oh là 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 là, qu'est-ce qu'il y a chez moi? Mais elle regarde vraiment le truc comme s'il y a vraiment quelqu'un ou... Je me dis, oh là là, où elle parle. Et puis, comme s'il y a quelqu'un en face d'elle, elle parlait, comme s'il y a quelqu'un en face d'elle. Je me dis, bon, eh ben, on va brûler de la sauge, hein, parce que... Alors, malheureusement, on va arriver à la fin de cet enregistrement, de cet épisode. C'était trop intéressant. Si tu avais une citation ou bien quelque chose que tu souhaitais dire sur les esprits, en fait, quelque chose qui notamment fait le résumé de ta quête, justement, de ton travail, en fait, sur la visibilité du magico-religieux, notamment via la fleur curieuse, qu'est-ce que ce serait? Bah, j'ai lu dernièrement un livre d'Edna Luther, un livre en créole. Par contre, j'ai oublié le nom du livre, excusez-moi. Et il y a une phrase qui résume ça, en fait. Fil à l'invisible, qui accoude et découde la vie. Force et esprits qui a accompagné les vivants, joué veillot, bénio, pinio, guidoneyo. Et je trouve que cette petite phrase m'a fait sourire. Je me dis, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est vraiment, il faut vraiment que tu me donnes le nom. J'ai oublié, franchement, j'ai oublié. C'est aux éditions Negmaron, donc Edna Luther. Je vous invite à le lire. Et aussi, je vous invite, parce que bientôt, j'ai mon propre livre qui va sortir. Oh. Ça s'appelle Parole pour maquerelle. Je sais pas, j'aime beaucoup les commères et les maquerelles, hein. J'en suis une, hein. Mais je fais pas trop de cancan, moi. Moi, je sais garder les secrets. Je fais pas de cancan. Et c'est Parole pour maquerelle. Et moi, j'ai écrit des contes. Donc, c'est un recueil de 15 contes. Et ne vous attendez pas à avoir un truc joyeux, hein. Il va sortir quand? Ben, ce mois-ci. Ce mois-ci, c'est vrai? Oui, c'est déjà imprimé, mais j'attends le livre. Vous voyez, avec le Covid, là, je l'attends désespérément. Alors, c'est parfait. Ça veut dire qu'on va pouvoir continuer, en fait, l'épisode va pouvoir continuer en lisant tes contes. Oui. En lisant, en fait, ces histoires. Est-ce que ce sera toujours sur les esprits? Ah oui, oui. Sur les esprits, sur les pratiques. Et justement, ce sont des contes avec... il y a des choses réelles dedans. Mais ça, je vous le dirai pas. Mais ça fait... Non, oui, il y a des pratiques qu'on le fait vraiment. C'est vraiment des pratiques. Mais sauf que je vais changer un ingrédient, etc. Parce que, comme je vous ai dit, je veux pas avoir de problème avec les quimboiseurs. Donc, d'où le fait de le mettre en conte. Voilà. Et le conte fait la transmission des savoirs occultes de nos îles. La transmission. Voilà. Tout ce qui, en fait, va intéresser cette nouvelle édition.
pour le podcast Esprit, traumatisme et identité. Et je voulais justement commencer avec toi cette première saison, notamment pour parler des esprits et parler en fait de façon ouverte, puisqu'on a la tendance aussi de garder sous la table un peu ce qu'on croit, ce qu'on a vu, pour ne pas perturber en fait nos voisins, nos familles. Mais c'est vrai que j'avais envie d'avoir cette conversation pour qu'on dédramatise le magico-religieux et pour qu'en fait on puisse le permettre d'être en fait à l'égal de notre musique, à l'égal de notre art. Et comme les bruits des tambours au tac du rythme des îles, on raconte les esprits. Très bien, c'est parfait ce que tu viens de dire, c'est exactement ce que je pense. Exactement. Alors, j'ai quand même l'impression qu'on pourrait continuer encore et encore. Des heures, il n'y a pas de problème, hein, c'est tellement intéressant. Puis il y a tellement de choses à découvrir, mine de rien. Moi, je suis même au début du savoir, donc ouais, non, franchement, oui. J'espère que la prochaine fois, on pourra continuer là-dessus. Notamment, j'ai hâte de voir où ton projet de témoignage ira. Je lis avidement en me disant toujours, mon Dieu, on dirait moi. J'ai hâte aussi de lire ton compte. J'espère pouvoir le retrouver et avoir la possibilité d'avoir un exemplaire chez moi. Donc, je mettrai bien évidemment en bio les moyens d'obtenir ton compte. Il faut surtout mettre en avant nos auteurs et nos autrices antillais pour faire rayonner encore à nouveau notre culture. Et je tenais donc à te remercier pour ta présence. J'ai beaucoup aimé discuter avec toi. Et est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Internet, c'est lafleurcurieuse.fr et sur Instagram, c'est lafleurcurieuse. Tout simplement, voilà. Bien évidemment, avis aux personnes qui souhaitent avoir des conseils sur le tiens-bois. Donc, comme Valérie l'a répété, elle n'est pas professionnelle. Et j'ai vraiment pas envie de dire au revoir, mais il le faut. Oui. Mais on est obligé. On est obligé. Alors, et juste une dernière petite phrase pour nos auditeurs. Nos jardins créoles. Préserver nos jardins créoles. Parce que le magico-religieux est lié au jardin créole avec les plantes et ses mystères. Donc, préserver votre jardin créole, c'est très important. Voilà. Après, vous verrez sur ma page pourquoi je dis ça. Voilà. Ok, ça marche. Parfait commentaire de fin. Mais du coup, je te remercie à nouveau et je te souhaite. En fait, je pense qu'on aura peut-être la possibilité d'échanger à nouveau. Oui. Mais oui, pas de problème. Et quand tu seras de retour en Martinique, fais-nous un signe, surtout pour les personnes qui souhaitent te rencontrer. Et je te souhaite en tout cas une très bonne fin de journée et un très bon. Merci toi aussi. Merci. Voilà. Salut. Merci. Au revoir. Retrouvez Femme Kachayeko sur toutes les plateformes de podcast, Instagram et Facebook. Si vous souhaitez m'écrire, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, Facebook ou encore par mail à femkachayeko@gmail.com. Et surtout, n'oubliez pas de noter le podcast sur iTunes pour donner de la visibilité au projet. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut!